Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette seconde session du Nice Climate Summit que l'on va ouvrir tout de suite avec Pierre Poliak, le responsable de la division eau chez Suez. Bonjour. Bonjour monsieur. On va aborder le cas de l'eau douce dans nos usages et son rapport à l'océan avec vous. Alors, pour bien cerner le sujet et la problématique, d'abord, en quelques mots, est-ce que vous pourriez, par rapport à l'eau, nous resituer votre activité chez Suez? Oui, bien sûr. Suez, c'est presque 10 milliards de chiffre d'affaires, la moitié dans l'eau, 40 000 collaborateurs, 40 pays, de la conception-construction, c'est-à-dire la construction d'usines, comme celle d'Aliotis à côté d'ici, l'exploitation, le financement. On va y revenir. Oui. Et donc, vous avez une activité qui est planétaire, en ce sens que vous êtes confronté à l'ensemble des problèmes auxquels on peut être confronté par rapport à l'eau ici. Oui, en étant présent dans 40 pays, on est exposé à tous les climats, et certains climats anticipent un peu ce que nous vivons maintenant de plus en plus en France. Nous avons pu développer des technologies depuis des décennies, adaptées au changement climatique, grâce à cette présence mondiale. Alors, 3%. L'eau douce ne constitue que 3% de l'eau disponible sur Terre. C'est une ressource naturelle, renouvelable, mais pas illimitée. Et c'est donc un vrai challenge que de pouvoir fournir cette eau. On rappelle quand même qu'un tiers de la population mondiale n'a pas encore accès à l'eau potable. Alors dans ces activités, quelles sont aujourd'hui les activités phares de Suez ? Alors, nos activités, depuis presque 170 ans, c'est de servir les collectivités, à la fois sur les eaux potables et les eaux usées, donc la production d'eau potable, leur distribution, et les eaux usées, c'est leur collecte, leur traitement, et la restitution au milieu naturel. Le métier a à la fois beaucoup changé et pas tellement, puisque l'eau, c'est d'abord une affaire de gravité, c'est le drame de la mer et des océans, c'est que tout finit dans l'océan. Tout ce que nous faisons, nous, humains, finit dans les océans, grâce ou à cause de l'eau, parce que c'est en aval de nous, et donc la santé des océans reflète notre santé, la santé de notre planète. Et Suez, au quotidien, contribue à préserver cet environnement, pas seulement dans les rivières, pas seulement dans nos campagnes, pas seulement dans nos villes, mais ultimement, à la fin, dans nos océans. Alors, on cerne l'enjeu lié à l'assainissement, forcément, puisque la demande en eau nécessite qu'elle soit traitée. Et au regard de notre thématique de la préservation de l'océan, comment vous gérez justement cet assainissement aujourd'hui ? Oui, l'enjeu de l'assainissement, c'est que cette eau potable qui a été potable et que nous avons utilisée, nous la restituons au milieu naturel de laquelle nous l'avons prélevée sans impact sur lui, c'est-à-dire la plus propre possible. Donc c'est ce que nous faisons à travers des stations comme celle d'Aliotis, qui vise à éliminer tout ce que l'homme a pu apporter à cette eau pour qu'elle ait aucun impact, bien sûr, sur les rivières et sur les fleuves, ultimement, et c'est le lien avec les océans, sur les océans. Par exemple, à Aliotis, nous allons éliminer plus de 90% des micropolluants. Aliotis, c'est au bout à gauche, hein, si j'ose dire, sur la promenade des Anglais, 333, si vous voulez leur envoyer une carte postale. Donc on va éliminer plus de 90% des micropolluants. On va recycler cette eau aussi, 5 milliards de litres par an, qui vont servir à l'arrosage des espaces verts, au nettoyage des voiries. Et donc c'est de l'eau potable en moins, prélevée sur le milieu naturel. Mais c'est aussi des usines ressources, puisque nous allons produire, et dans beaucoup de cas nous produisons déjà, de l'électricité, de la chaleur qu'on prélève en fait des eaux usées, qui sont plus chaudes naturellement que la rivière ou que la mer. Vous êtes en train de transformer ce qu'on appelait avant l'usine d'assainissement en un hub multimodal de fonctionnalités utilisant l'eau que vous avez prélevée. Oui, aujourd'hui, une usine d'assainissement, elle a été créée pour le traitement et la préservation du milieu naturel, mais ça devient une usine de ressources, donc d'énergie, différentes formes d'énergie, mais aussi d'engrais, avec les phosphates, les nitrates, une usine d'eau, de production d'eau, hein, puisqu'on en retire de l'eau de bonne qualité. Aujourd'hui, on pourrait même alimenter nos piscines, si culturellement on le voulait, avec cette eau-là. Et Aliotis est donc une structure pilote, est-ce qu'on peut dire ça, dans le développement Oui. Qui se profile ? Aliotis existe aujourd'hui, nous sommes en train de l'étendre, de l'améliorer, de la faire progresser. Et à l'issue de ces travaux,
ce sera une usine qui sera en avance sur son temps. Alors, faites-nous bien comprendre ça. Vous nous avez dit 333 promenades des Anglais pour la carte postale. Oui. Et en termes de contenu, en termes de technologie, qu'est-ce que vous proposez spécifiquement dans cette infrastructure? Et surtout, elle sera totalement disponible quand? Alors, l'enjeu de l'assainissement, c'est de séparer ce que nous, humains, avons mélangé. On mélange de l'eau avec tout, de l'eau dans les industries, chez les agriculteurs, à la maison. Nous passons notre temps à mélanger l'eau. Et nous, notre travail, c'est de faire l'effet inverse, de tout séparer. Donc nous allons bien sûr séparer l'eau pour la rendre la plus pure, la plus grande qualité pour la restituer au milieu naturel. Et avec ce que nous séparons, nous faisons de l'énergie. Elle va produire 4 fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Nous allons par exemple alimenter le quartier en construction qui est juste en face de l'aéroport en chaleur. Donc le chauffage viendra en fait de nos eaux usées. Nous allons produire du biogaz pour l'équivalent de 280 bus par exemple. Nous allons produire, une partie de l'eau va être réutilisée, comme je le disais, pour arroser les espaces verts, nettoyer les voiries et ne pas aller la prélever dans les cours d'eau ou sur les stations d'eau potable. Et puis demain, avec les nouvelles technologies, chez Suez, nous avons 10 centres de recherche, plus de 1000 chercheurs. Nous allons continuer à séparer de plus en plus finement tout ce qui se trouve dans l'eau, comme je l'ai dit, pour produire des engrais. On le fait par exemple à Mulhouse aujourd'hui, et produire éventuellement même du lithium, du magnésium. Est-ce que c'est un modèle exportable? Autrement dit, est-ce que cette technologie que vous proposez dans cette structure est viable ici à Nice parce qu'il y a des conditions particulières, ou est-ce que c'est un hub qu'on peut mettre en place après là où on veut? C'est totalement réplicable. Évidemment, quand on parle de nouvelles technologies, on cherche d'abord à les installer sur des grandes usines pour avoir le maximum d'impact. Aussi parce qu'il faut avoir les moyens de les financer à leur début. Mais oui, partout dans le monde, les eaux usées se ressemblent. Elles ne sont pas totalement identiques, mais elles se ressemblent. Et donc partout dans le monde, on peut répliquer ce modèle niçois. Alors, on rappelait tout à l'heure qu'un tiers de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable et qu'en situation de crise, l'accès à l'eau potable, quel que soit l'endroit où on se trouve, est un élément prépondérant. Vous travaillez sur le dessalement de l'eau pour la rendre potable. Qu'est-ce que ça représente dans votre activité et comment vous traitez ce sujet à travers la planète? Alors Suez, nous avons construit à peu près 300 stations de dessalement. La technologie qu'on utilise aujourd'hui, qui s'appelle l'osmose inverse, je ne vais pas rentrer dans les détails, est née dans les années 80. Nous avons été le pionnier de cette technologie, qui a le gros avantage d'être très peu énergivore et de permettre de restituer au milieu naturel, puisqu'on prélève de l'eau de mer. Cette eau de mer, là aussi, c'est notre métier, on sépare. Donc on sépare l'eau de mer entre de l'eau douce et une eau de mer, toujours une eau de mer, mais un peu plus concentrée, puisque tout ce qu'on a enlevé, il faut le laisser. Et ça, on le restitue au milieu naturel. Excusez-moi, d'autres questions. Là, je vous avais posé la question autour de votre travail sur le dessalement et comment vous avez installé cette activité à travers le monde. Ah oui, évidemment, en France, aujourd'hui, on n'a pas de station de dessalement, si ce n'est à l'île de Sein et à Bora Bora. Je vous invite à aller la visiter si vous le souhaitez. Mais les plus grandes stations de dessalement aujourd'hui, elles sont au Moyen-Orient, en Australie, c'est-à-dire des pays qui ont eu des problèmes de stress hydrique bien avant nous. Au Moyen-Orient, c'est, disons, le socle de leur production d'eau. En Australie, c'est une logique que je trouve très intéressante pour la France parce que c'est une logique assurantielle, c'est-à-dire c'est du complément. Si nous avons une sécheresse, nous devons être capables d'alimenter en eau notre population, nos industries et nos agriculteurs. Est-ce que ça veut dire que ce que vous avez observé en Australie, par exemple, compte tenu du réchauffement climatique qui sévit en Europe, pourrait donner des idées sur l'installation d'infrastructures et le stockage de l'eau, qui est un problème de plus en plus important avec l'augmentation des températures? Alors, malheureusement, je crois que la France n'échappera pas à la construction de stations de dessalement. Je dis malheureusement parce que ce sera la conséquence du changement climatique et que personne ne le souhaite. Aujourd'hui, l'Espagne, la côte espagnole est couverte de stations de dessalement. L'été dernier, Barcelone, dans laquelle nous avons construit une énorme station, a dû faire appel à des tankers d'eau pour pouvoir continuer à s'alimenter, parce qu'il y avait tellement peu d'eau que même la station de dessalement ne pouvait pas suffire. Donc ils vont en construire une plus grande maintenant. L'Italie construit des stations de dessalement. L'Angleterre, c'est quand même difficile à imaginer, mais l'Angleterre commence sa première station de dessalement. Donc oui, on est cerné par des pays qui construisent des stations de dessalement. Après, le stockage d'eau, moi je suis un très grand avocat
de la recharge de nappe. La nappe phréatique, c'est le réservoir naturel que nous a légué la nature, celui dans lequel on pompe pour alimenter aujourd'hui nos villes. Et ce réservoir naturel, en fonction de l'évolution du climat, peut se tarir. Mais nous avons les moyens de le réalimenter, entre guillemets, artificiellement, mais naturellement. Et c'est vraiment probablement pour la France, d'abord, avant la station de dessalement à laquelle on ne coupera pas, la meilleure façon de se préserver contre les effets du changement climatique. Et notamment à Hyères, on a une très belle référence où, en plus d'avoir rendu l'autonomie en eau à la ville, qui dépendait de ses voisins, nous avons pu lutter aussi contre ce qu'on appelle le biseau salé, c'est-à-dire les entrées d'eau de mer dans les nappes phréatiques qui détruisent en réalité la qualité des sols en les salant. Oui, puisqu'avec la baisse du débit des fleuves, des rivières, l'eau de mer remonte et donc pénètre dans les nappes phréatiques. Vous avez employé une expression un peu antinomique, me semble-t-il, remplir les nappes phréatiques artificiellement mais naturellement. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, je dis artificiellement dans le sens où on force ce remplissage, qui ne se serait pas fait autrement, naturellement, parce qu'il s'agit de prendre les eaux de pluie, c'est-à-dire celles qui sont disponibles au moment où on en a trop par rapport à nos besoins, et les stocker pour le moment où on en aura vraiment besoin, c'est-à-dire pas assez. Alors comment on fait ça? On a deux manières assez simples, soit tout simplement en la stockant dans des grands bassins et la laissant pénétrer, ça c'est vraiment la manière naturelle, mais on la retient pour qu'elle ne s'écoule pas trop vite, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, le changement climatique, c'est pas juste moins d'eau. Aujourd'hui, il pleut suffisamment sur la France, même s'il peut 15% de moins qu'il y a 30 ans. C'est aussi des épisodes très violents, c'est-à-dire une répartition déséquilibrée de la pluviométrie, ce qui fait que la pluie s'écoule, s'en va, s'enfuit, avant qu'elle ait pu pénétrer dans la nappe phréatique. Donc nous devons la freiner. Ça, c'est une première technologie. Et puis si on veut être un peu plus, disons, prescripteur sur la nappe, on peut l'injecter à travers des puits. Alors, sur l'innovation, oui. On en a parlé un petit peu avec votre nouvelle station à Nice, mais plus globalement, l'innovation, elle vous sert aussi à rationaliser l'utilisation de l'eau, c'est bien ça? À trouver les poches où on peut faire des économies, ne pas perdre de l'eau? Oui, face à cette raréfaction de la ressource, évidemment, le premier réflexe, c'est de réduire sa consommation. C'est-à-dire ce qu'on appelle la sobriété. On a longtemps parlé de sobriété énergétique. Il faut aussi parler de sobriété hydrique, et pas seulement nos concitoyens, l'eau du robinet, mais les industriels et les agriculteurs. Donc pour promouvoir cette sobriété, nous avons des technologies, notamment base d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, tout seul, ça ne veut rien dire. Il faut aussi installer des capteurs, donc des compteurs intelligents. Ça, c'est la première étape, consommer moins. Une fois qu'on a réduit cette consommation, il faut perdre moins. Vous connaissez le sujet des fuites dans les réseaux. Là aussi, les capteurs, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, ça n'est pas que de l'informatique. C'est de l'ultrason, c'est de l'hélium, c'est du satellite, nous permettent de détecter de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus rapide les fuites. Et donc, par exemple, le rendement des réseaux, ou plutôt les pertes de nos réseaux, a été divisé par 2 en France en 30 ans. Et puis la dernière étape, c'est celle dont on a parlé au début, c'est augmenter la disponibilité de la ressource. Une fois qu'on a réduit l'usage, une fois qu'on en perd moins ou plus du tout, il faut quand même s'assurer qu'on aura la quantité nécessaire. Et ça, c'est la grande chance des villes comme Nice, des villes côtières, qui disposent d'un réservoir inépuisable avec les océans et les mers. Mais est-ce qu'il n'y a pas une nécessaire éducation à faire aussi? On se rappelle que l'année dernière, quand il y a eu un grand stress hydrique en France avec des coupures d'eau ici ou là, les gens avaient du mal à comprendre qu'on ne pouvait pas ouvrir le robinet comme on voulait. Cette année, la situation a été beaucoup moins tendue, évidemment. Est-ce qu'il y a aussi un travail d'éducation à faire sur la manière de considérer cette ressource pour chacun d'entre nous, qui, une fois encore, est une ressource naturelle, renouvelable, mais comme on le voit, pas illimitée? Je suis d'accord, bien sûr, il y a un phénomène d'éducation, mais je crois qu'on bénéficie de 2 chances dans notre malchance. Cette éducation, elle a commencé déjà avec l'énergie. Donc en fait, on est dans le sillage de cette sobriété énergétique. Elle a continué avec, en France, l'événement de l'été 2022, où il y a eu une prise de conscience généralisée, massive. Et d'ailleurs, on le voit très concrètement dans les consommations, qui ont baissé de 3% en 2023, qui sont sur une tendance aussi de baisse assez significative en 2024. Donc les usages se sont vraiment améliorés. Je crois que cette prise de conscience, elle est là. Maintenant, notre enjeu, à nous, Suez, c'est de donner à nos concitoyens les outils
par exemple à travers les compteurs intelligents, des applications. Ce n'est pas la solution à tout, mais ça peut être sympa de mesurer sa consommation, de recevoir des conseils. En temps réel, de voir ce qu'on consomme réellement. Et donc nous, on doit donner des outils pour que cette prise de conscience, elle soit aidée à se traduire concrètement dans encore plus de baisse de consommation des volumes. Merci Pierre Poliac, le responsable de la division eau chez Suez. On va vous laisser regagner la salle avant de poursuivre nos échanges à propos du transport maritime. Merci.